Vous avez la lourde mission, Sandra Benhamou, de clore ce tour de table en nous attardant, nous conviant dans des espaces qui évoquent plutôt, voilà, on en a déjà un aperçu, des choses qui ne m'inquiètent pas forcément à la joie, mais pour avoir déjà échangé avec vous et au vu de ce que vous allez nous donner à voir, en fait, c'est un sujet passionnant, puisqu'il s'agit des cimetières au jardin. Alors, avant de... Vous êtes, je le précise, paysagiste au CAE des Deux-Sèvres. Avant de commenter un certain nombre d'exemples, il faudrait peut-être vous attarder, vous avez compris mon intérêt pour les mots, sur cette notion de cimetière-jardin. D'où vient-elle? Que recouvre-t-elle exactement? Elle paraît frapper au coin du bon sens, mais c'est pas si évident que ça. Dans cimetière-jardin, il y a jardin. Et dans le jardin, il y a la notion de planter, d'un espace dans lequel effectivement on aurait volontairement planté des choses. À vrai dire, dans le territoire, on n'a pas beaucoup d'exemples de cimetières qu'on pourrait qualifier de jardin au sens cimetière-jardin. Après, ce terme cimetière-jardin, il est très associé, je crois, à la notion de cimetière paysager, cimetière-parc, qui est apparu essentiellement dans des grands cimetières, dans des villes, etc., au moment du décret de 1804, je crois, sur l'hygiénisme qui faisait sortir les cimetières des enceintes des villes. Et effectivement, avec une inspiration davantage jardin à l'anglaise, etc. Mais, alors après, je ne connais pas l'histoire des jardins de Niort, mais en tout cas, dans nos territoires ruraux, on a très très peu d'exemples qui pourraient se rattacher en tout cas à ce grand concept qu'on a vu. Alors, cependant, depuis ce matin, vous avez vu un certain nombre d'illustrations. On en a eu une du côté de Chevigny. Ça rentre dans cette catégorie de cimetière-jardin dans lequel... Alors, voilà. Après, effectivement, je pense qu'il faut revoir son ambition à la baisse, je ne sais pas comment dire, et partir du constat qui est celui quand même des cimetières sur lesquels on travaille, qui sont aujourd'hui plutôt des espaces complètement minéraux, où la nature est complètement autour, et où dedans, il n'y a absolument plus aucune nature. Voilà. C'est quand même la majorité des cimetières qu'on a chez nous. C'est du gravillon, quoi, clairement, partout. Donc, les années 70, les pesticides, etc. sont passés par là. Et en fait, quand déjà on arrive à faire revenir des espaces comme ici, enherbés, qui dialoguent un peu plus avec la nature qui est en dehors des murs, eh bien, on fait un pas vers le jardin. Et puis après, on peut peut-être se dire qu'on ira un peu plus loin et voir le temps long. Alors, on verra jusqu'où on peut aller. Mais là, peut-être il est important de rappeler, pour situer les choses dans la chronologie, c'est que c'est cette fameuse loi Labbé de 2014 qui recadrait donc l'utilisation des produits phytosanitaires. Ouais. Donc cette loi Labbé, elle a été mise en application de manière un peu différenciée. Et donc effectivement, sur les espaces publics, ça fait déjà quelques années que les communes n'appliquent plus de pesticides. Mais il y avait une tolérance sur les cimetières qui était jusqu'à encore aujourd'hui, qui se termine effectivement en 2022. Donc effectivement, là, on est à un moment où les communes ne peuvent plus en fait entretenir le cimetière en gravillon, parce que le cimetière en gravillon, sinon ça veut dire qu'il faut y aller à la binette et y passer des semaines entières à essayer d'enlever toute la végétation qui pousse spontanément. Donc il faut trouver des solutions. Et effectivement, les solutions d'enherbement sont une des réponses, en tout cas, à cette contrainte d'entretien notamment. Mais heureusement, elles ont beaucoup d'autres avantages que simplement répondre à cette contrainte. Voilà, tout à fait, ça permet d'envisager une approche paysagère de ces lieux. Alors voilà une première illustration, qui ouais. était peut-être l'étape 0. Oui, voilà, c'est pour dire, alors c'est l'étape où effectivement le cimetière est enherbé, donc c'est un cimetière un peu classique, on va dire, avec un mélange de vieilles tombes, de tombes plus récentes. Et donc on voit
bien la nature en dehors du cimetière. Et cette photo, elle illustre aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'enherbement, mais il faut aussi ne pas oublier le dessin. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est aussi le dessin de l'allée, qui n'est pas simplement l'allée qui va lécher jusqu'aux tombes, mais qui est bien dessinée par l'enherbement. Et en fait, se servir aussi de cet enherbement pour aller aussi un peu plus loin sur le dessin des allées. Il y a aussi tout un tas d'autres thèmes sur lesquels on peut travailler quand effectivement on s'intéresse à l'aménagement paysager de son cimetière. À commencer par les arbres qui sont à l'arrière-plan, voire même au-delà du cimetière. Oui, cela y participe aussi à l'ambiance du lieu en fait. Et on est où? Alors on est au Val-d'Orirlo, c'est une commune à peu près de 900 000 habitants à côté de Lyon. D'accord. Autre exemple? Alors c'est toujours au Vano justement, mais ça va sauter mon propos. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce cimetière, c'est que depuis longtemps, et ça c'est une initiative de la collectivité, partout où il y a des petits espaces vides dans le cimetière, en fait ils ont implanté des rosiers. Et voilà, c'est pas forcément une action, j'ai envie de dire, coordonnée, réfléchie, c'est pas forcément dessiné. Mais malgré tout, c'est une initiative qui est intéressante et assez rare, on va dire, dans ce que nous, en tout cas, on peut voir pour la souligner. Quand vous dites la collectivité, c'est nécessairement la commune qui a en charge l'entretien des cimetières. Oui. Une autre illustration, toujours dans le même cimetière. Je vous laisse alors me souffler. Alors là, on est dans un autre exemple où là, on est sur la commune d'Effre, qui est une commune un peu plus loin. Alors j'avais pris parce que je ne connais pas par cœur les populations. Voilà, Effre, c'est à peu près 5000 habitants. Donc c'est un cimetière qui est très particulier, qui est encore, alors pas cette partie-là, mais il y a trois parties en fait. Une partie ancienne qui est encore au contact de l'église, une partie comme ici des années 80. Donc là, vous voyez, les tombes sont que des tombes à partir des années 80, il n'y a pas les tombes anciennes dans cette partie-là. Et puis il y avait une parcelle qui jouxtait ce cimetière, qui était une parcelle boisée. Et en fait, la collectivité a mené un grand projet à retravailler sur son cimetière, avec la volonté, là, clairement, justement, d'aller vers quelque chose de paysager. Et donc dans cette partie années 80, il y a eu un gros travail de fait pour restructurer et végétaliser le cimetière. Donc là, on n'est pas du tout justement sur un enherbement, on est sur quelque chose de beaucoup plus jardiné, beaucoup plus complexe, avec de la vivace. Et ce qui est intéressant ici, c'est le travail de plantation entre les tombes, à la tête des tombes. Et alors du coup, je n'ai pas la photo avant, enfin je l'ai, mais pas là. Mais le avant-après est assez saisissant parce que là on était clairement, je crois que la photo d'après est une autre vue de ce même. Voilà, c'est donc une autre vue. C'était que des gravillons et une allée en enrobé. Donc effectivement, quand on agit dans ce sens-là, on favorise certes la biodiversité, le paysage, mais aussi l'apaisement, le recueillement nécessaire au lieu, et ça peut devenir un lieu de promenade en fait. Et là, le CIE est impliqué dans ce type d'opération? Alors le CIE, dans ce type d'opération, il est impliqué très en amont. Alors là, c'est ma collègue qui avait accompagné cette collectivité, avec laquelle en fait elle a fait tout un travail pédagogique avant justement. Enfin, eux, ils avaient aussi visité d'autres cimetières. Ils étaient allés voir notamment le cimetière de Souchet ailleurs, qui est quand même assez connu maintenant, le cimetière naturel. Et en fait, ils avaient envie d'aller vers ça, donc il y a eu un gros travail en amont. Et puis ensuite, les aider à recruter un paysagiste, concepteur, pour ensuite travailler concrètement sur les lieux. Et à ce moment-là, nous, le CIE, on n'y est plus. D'autres illustrations du même cimetière? Non. Où est-on? Donc là, on est dans un cas de figure complètement différent. On est dans une extension qui a été faite dans les années 2000, je crois. Une extension qui est du coup à la campagne. On est dans le bocage bressurais, on est tout au nord du département des Deux-Sèvres. Et ce qui est très intéressant dans ce cimetière, c'est que
on est dans un cimetière bocager presque. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais même pas si, enfin, la limite on la devine parce qu'il y a un endroit où il y a des tombes et puis de l'autre côté il n'y a pas de tombes. Mais en fait, ça dialogue directement de l'un à l'autre et en fait, il n'y a pas trop de différence entre l'espace en dehors de la clôture, qui est transparente en plus, et l'espace à l'intérieur du cimetière, qui est donc entièrement végétalisé, très très simple. Tout à l'heure, on voyait des allées un peu stabilisées là, à F. Ici, on est vraiment sur des choses beaucoup plus rustiques, perméables, sans bordure. Enfin, on passe voilà, directement. Alors je me risque à une interrogation à voix haute, c'est qu'on voit que les tombes, il y a une surenchère dans le fleurissement des tombes. Est-ce que c'est un effet de l'évolution de l'environnement ou ça a toujours été comme ça? La question est un peu... Voilà. Je ne sais pas, voilà. je pense Mais que ça là on est juste après le 1er novembre peut-être. Ah oui, après le 1er novembre, voilà. Ça doit être à peu près c'est la partie. J'aurais aimé pour vous que ce fût un effet de cet aménagement paysager. Il ne faut pas désespérer. Après, par exemple, sur Souchet, qui est le cimetière naturel à Niort, les sépultures sont sans pierre tombale. Et l'objectif, c'est justement que les familles fleurissent, et avec de la fleur naturelle, du coup, pas en pot, la sépulture. Alors, très bien, vous anticipez sur une autre question, c'est sur l'implication, j'allais dire, des familles, hein, des usagers. Il y a une concertation très belle. Ça dépend des projets, ça dépend des élus. C'est vrai qu'on pose toujours systématiquement la question de l'envie ou pas d'associer des habitants. J'ai pas connaissance, malgré tout, et déjà parce qu'en fait c'est assez rare. Enfin, nous, on n'est pas dans la phase de réalisation. C'est aussi finalement assez rare qu'il y ait des concepteurs et des équipes qui travaillent à la réalisation de ces cimetières. Et donc, encore moins d'exemples, je pense, de cimetières sur lesquels les habitants se seraient investis. À suivre, donc à observer de près. D'autres illustrations? Michel? Donc ça, c'est le même cimetière, c'est le cimetière de Bressuire, donc qui est quand même assez vaste et qui, du coup, pour aller plus loin encore sur la référence au bocage, etc., le paysagiste a travaillé sur des petites cellules en fait, qui permettent de faire des petits groupes de tombes et d'avoir des espaces encore plus intimes et finalement encore plus reposants par le biais de haies bocagères. La suivante, Michel. Alors là, on est sur un cimetière sur lequel on n'a pas, nous, accompagné la démarche, qui n'est d'ailleurs pas dans notre territoire, qui est en Vendée, dans le 85, et sur lequel, je crois, le CIE 85 a beaucoup travaillé, y compris là, jusque dans, il me semble, de l'accompagnement à la réalisation, avec également différentes parties de cimetière, avec chacune des caractéristiques. Donc là, une partie avec des tombes anciennes et des tombes plus récentes mélangées, qui est vraiment enherbée, mais avec une prairie quasiment spontanée, on va dire, qui est encore quelque chose de différent, parce que soit on sème des essences très particulières, soit on laisse pousser. Enfin, il y a tout un tas de stratégies, là encore, qui peuvent d'ailleurs être très différentes vis-à-vis de la biodiversité. Et donc, cette herbe, entre guillemets, elle fleurit, quoi. Alors, ça m'évoque un peu, je ne sais pas si c'est votre cas, mais l'idée d'un cimetière-jardin en mouvement à la Gilles Clément. Voilà, vous aussi. Mais alors, comment les habitants réagissent à cet apparent ensauvagement de l'espace du cimetière? En fait, alors je ne suis pas élue, mais de ce qu'on nous dit, c'est que, alors c'est vrai que les habitants réagissent beaucoup, c'est un lieu ultra sensible, le cimetière, mais en fait les gens réagissent quand finalement ils voient justement 3-4 plantes qui poussent au travers du gravier, parce que effectivement ils associent ça à quelque chose de sale, de pas entretenu, de pas géré, et puis effectivement après ça déroule sur toutes les que font les techniciens de la commune. Pourquoi je paye des impôts mais en fait, quand la chose est réfléchie, qu'elle est communiquée aussi, c'est hyper important quand une collectivité s'engage dans la transformation de son cimetière, qu'elle communique sur cette transformation, qu'elle explique
ce cimetière après. Mais en fait, les gens, c'est pareil, une fois qu'on leur a expliqué, une fois qu'ils voient qu'effectivement, finalement, c'est ouvert, c'est pas une herbe qui fait ça, c'est pas... En fait, ils sont même plutôt contents, en fait. D'autres belles illustrations, deux autres, hein, pour terminer. Alors après, c'est le même cimetière, où là, effectivement, enfin, du coup, celui-là, je le qualifierais davantage de cimetière-jardin, où il y a eu effectivement beaucoup de... Enfin, voilà, il y a beaucoup d'espaces qui ont été plantés avec des vivaces. Donc, par exemple, ces allées bordées de vivaces, enfin, là, vraiment, on a plaisir même à déambuler, on est clairement dans un jardin. Je vois des arbres. Oui. Oui. Ah, d'accord. Il y en a, je crois qu'il y en a une dernière. Une dernière, tout à fait. Voilà, parce qu'au sein de ce jardin, il y a également un espace qui est un lieu de réserve, en fait, on va dire, pour des futurs tombes, mais qui finalement sert de jardin, avec une prairie qui là est gérée et entretenue d'une manière assez particulière, donc avec juste quelques allées plantées. Et je crois que c'était vraiment une volonté de dire, ça permet aussi aux gens qui viennent visiter les tombes de récolter des fleurs, de faire des bouquets, et puis d'ensuite les mettre sur la tombe. Merci beaucoup, Sandra Benamou. Je trouve que voilà, vous nous avez présenté différents projets avec beaucoup de délicatesse. C'est un sujet très sensible, vous l'avez dit. Je vais vous laisser, comment Charlotte, Laurent et Morgane réagir. On prendra des questions de la salle, peut-être encore sur le cours. Qui prend en charge l'intervention du paysagiste? Alors ça, c'est des départs de train, hein, rassurez-vous. Ouais. Voilà, c'est pas... Voilà. Absolument. Au revoir, Anne Gaillard. Merci. Voilà. Les coûts sont très variés. Alors après, là où j'ai une référence, c'est justement sur le cimetière de Bressuire, parce que c'est une extension, donc c'est une création. Donc là, effectivement, j'ai le coût, c'est 300 000 € pour 2 hectares, il me semble. Après, c'est très varié, c'est-à-dire qu'un enherbement, finalement, ça peut... Enfin, ça coûte rien, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, ça dépend aussi de l'ambition, ça dépend aussi des essais, parce que cet enherbement des cimetières, c'est souvent quand même très expérimental au début. Ça nécessite aussi des essais, parce qu'on ne peut pas reproduire exactement ce qui a été fait dans la commune d'à côté, qui chez nous, par exemple, ne va pas bien pousser, ne va pas donner le résultat qu'on a pu observer dans la commune d'à côté. Donc ça nécessite d'expliquer que ça n'a pas marché, qu'il faut essayer autre chose. Alors, comment Charlotte, Morgane, Laurent, c'est des espaces très différents de ceux que vous nous avez donné à voir. Hormis vous, Laurent, puisque vous avez un cimetière, voilà. Il me semble que comment vous pouvez vous retrouver aussi dans l'esprit de l'allémage, dans la durée, travail de conviction, etc. Mais je vous laisse réagir. Peut-être Laurent, vous allez faire venir Sandra, pardon, si ce n'est déjà fait, à chez nous. Oui, pardon. C'est vrai que nous, on a déjà un travail qui est annoncé au niveau de notre cimetière. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Par contre, je m'interroge, on évoque le cimetière, si je veux dire, traditionnel, mais il y a le jardin de souvenirs qui maintenant se développe de plus en plus pour accueillir les cendres des défunts. Et même nous, j'avoue que, alors que l'on a fait un travail de végétalisation pour ce qui est du cimetière traditionnel, tout cet espace de jardin du souvenir, on est un peu désœuvré, désemparé, et on se retrouve aussi avec des étiquettes blanches. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas aller au bout de l'expérience. Donc je voulais savoir si, dans le cadre de votre activité, vous avez des propositions sur ce type de... C'est vrai, j'ai complètement éludé le jardin du souvenir. Alors, ça m'amuse parce qu'en fait, jardin du souvenir, effectivement, c'est aussi souvent par là qu'on fait appel au CAE, parce qu'on veut intégrer un jardin du souvenir ou un espace similaire dans un cimetière dans lequel il n'y en avait pas. Et on appelle ça jardin du souvenir. Là encore, il y a jardin, le mot jardin du souvenir. Et en fait, tous les jardins du souvenir qu'on peut voir dans les communes, c'est le truc qu'on trouve sur catalogue en granit poli, là, qui fait une espèce de flamme, qui est enterré dans du caillou, et par contre
du coup, on est obligé de marquer que c'est jardin du souvenir, parce qu'effectivement, c'est pas directement visible, quoi. Et mais enfin, moi, j'ai pas de solution. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une manière de concevoir un espace végétalisé. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des réactions. Et il faut s'entourer peut-être effectivement de compétences si on a besoin de. Une petite question peut-être que vous avez évoquée, mais est-ce que les habitants sont en demande de vouloir jardiner les tombes vraiment, au-delà de les fleurir, parce que fleurir une tombe c'est quelque chose qui se fait, c'est une pratique qui est assez entendue et diffusée, qui est assez classique, mais vraiment jardiner une tombe, me vient en tête l'exemple des cimetières réunionnais, que j'ai pas mal vu dans le cadre de terrain, où là pour le coup, les tombes sont vraiment des jardinières, et pourtant on est sur un département français, voilà, avec des cultures assez différentes et variées, mais on reste quand même sur une culture française, et là pour le coup, les tombes sont jardinières, avec des choix de plantes qui quelquefois correspondent à des usages particuliers, à des lieux particuliers, etc. Mais est-ce que vous avez été confronté à des demandes du coup d'habitants? Jamais. Après, dans les cimetières anciens, ça me fait penser, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une commune qui s'appelle Fontenay-Rouen-Rouen, qui est vraiment à Piscicole-Niort. Et quand j'ai traversé le cimetière ancien, il y a plein d'endroits en fait, où il y avait des vieux végétaux qui étaient associés aux tombes à l'époque où elles avaient été justement implantées et qui étaient restées. Donc je me dis qu'à un moment, il y a eu cette tradition, mais elle a été complètement perdue. Et je sais pas, mais je pense pas que les habitants en soient à faire cette demande. Par contre, je suis persuadée qu'on peut les emmener, alors après jusqu'à jardiner la tombe, etc. Enfin, je sais. Bah voilà, ouais. Mais en fait, à Souchet, c'est ce qui se passe déjà, mais ça s'intègre dans une démarche globale. Mais en tout cas, la demande, on l'a jamais eue de la part des habitants pour l'instant. Charlotte, c'est le cœur vous en parle. Oui, moi je suis très heureuse de voir les cimetières qui redeviennent vivants, parce que c'est vrai que c'est des espaces assez inertes, avec des fleurs en plastique, etc., bien souvent, mais en fait là on voit qu'il y a de la vie dans le cimetière et ça leur donne une dimension, une perspective qui fait sourire et rend heureux en fait. Donc c'est un changement de culture qui est très agréable à voir. Et c'est un changement de culture qui est finalement une espèce de retour aux sources, là encore, parce que avant la période pesticides et produits chimiques, etc., en fait, il y a plein de cimetières dans les territoires ruraux qui étaient enherbés, enfin, qui étaient des prairies, etc. Et en fait, les anciens, ils ont perdu cette mémoire. C'est assez perturbant. Mais on la retrouve, c'est bien. Avant de prendre les questions, justement, l'échange que vous venez d'avoir me conforte dans l'idée de poser ma question qui me trotte dans la tête. On parle des habitants, leurs réactions. Mais est-ce que vous avez observé des effets générationnels? C'est-à-dire, est-ce que les aînés réagissent plus favorablement que les plus jeunes, ou l'inverse, les enfants, dont vous a parlé Charlotte, etc. Ou est-ce qu'il y a une adhésion transgénérationnelle à ce type de projet? J'ai envie de dire que sur l'appréciation de l'espace, une fois qu'il est comme ça, c'est assez transgénérationnel. Mais la génération, entre guillemets, qui est la plus difficile justement à comment c'est peut-être justement cette génération qui a connu la période de modernité, de progrès, etc., pour qui effectivement désherber avec des produits, c'était magique en fait, c'était vraiment le progrès, et du coup revenir en arrière, pour eux c'est difficile. Ouais. Tiens, ça me rappelle les propos d'Anne Gaillard, dommage. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, y compris sur les interventions précédentes, des témoignages, des conseils à donner si vous-même vous livrez, ou on va quand même vous rendre un micro? Merci. Voilà, monsieur, qui était déjà intervenu tout à l'heure. Oui, très concrètement, le ressenti des usagers quand il pleut. Vous savez, marcher dans de l'herbe quand c'est mouillé, c'est pas toujours très bien perçu. Les allées ne sont pas forcément enherbées, par contre. Après, il y a toutes les stratégies. Il y a des cimetières, d'ailleurs, où les allées étaient déjà enrobées, etc. Elles le sont restées. Et à la limite, si ça s'en tient aux allées, c'est pas un problème. Puis
Je ne résiste pas à l'envie de dire que le propos est bien une illustration de ce que vous disiez sur l'aspect générationnel, sans vouloir préjuger, monsieur, de la génération à laquelle vous appartenez. Oui, je remets un animateur, ça hausse tout. Voilà. Une question au fond de la salle, c'est ça? Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Céline Baudin, architecte conseil au CAUE 17. J'ai une question par rapport au village de Chéligny, en fait, que j'ai eu la chance de visiter au printemps dernier. Je voulais savoir si... Écoutez, la question est pour vous. C'est pour vous, oui, il faut écouter. Je voulais savoir si le fait d'être devenu un village jardin, ça avait permis de réduire ou de diminuer une éventuelle vacance au niveau de vos logements. En fait, je pense à des villages, des fois, qui perdent de la population et le patrimoine bâti, en fait, finit par être à l'abandon, même si ce n'est pas du patrimoine remarquable. Mais là, je me dis, est-ce qu'une démarche comme ça, est-ce que vous avez vu des maisons qui étaient éventuellement vides il y a 20 ans et qui finalement, maintenant, sont habitées et que les habitants, en fait, sont fiers d'être là? Oui, très intéressant, oui. Alors effectivement, de par la notoriété du village aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une vacance au niveau des logements qui est pratiquement nulle, puisque tous les biens qui sont proposés très rarement à la vente sont acquis aussi rapidement. Notre volonté, par contre, même si on peut intervenir au-delà de nos possibilités, c'est d'éviter aussi d'en faire un village de gîte. C'est aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que accueillir les touristes, c'est avec grand plaisir qu'on le fait, qu'ils puissent y séjourner également, mais on ne voudrait pas non plus que tout cet habitat tombe entre guillemets entre les mains juste d'investisseurs qui veulent profiter entre guillemets de l'aura et de la notoriété d'un lieu pour créer des structures. Donc ça, on essaye d'être vigilant par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'on l'a évoqué ce matin, on essaye tant soit peu par le système au niveau des communes, du droit de préemption, de sauvegarder certains biens immobiliers pour éviter cette surenchère de création de structures d'hébergement. J'ai envie de prolonger la question, merci madame, pour vous demander, Laurent, si justement ce type de risque ne vous oblige pas à sortir d'une logique qui consisterait à dire, voilà, on est fier de ce qu'on a fait, et vous avez des motifs de fierté d'être fier de ce que vous avez fait, mais avec le risque de vous en tenir à une action dans le périmètre de votre commune. Est-ce que ce type de risque ne doit pas vous inciter à aller à déployer d'autres actions, mais plutôt à l'échelle de l'intercommunalité, mais peut-être que c'est déjà fait. En l'occurrence, nous, on est ambassadeurs, c'est ce que je suis aujourd'hui auprès de vous, du travail qui a été réalisé, des objectifs qui ont pu être atteints, mais aussi pour peut-être vous mettre en garde quant à la maîtrise vraiment des objectifs souhaités. Quand on envisage un aménagement aussi important d'un bourg, effectivement, il faut bien déterminer les objectifs pour ne pas être rattrapé par un succès qu'on ne saurait maîtriser par la suite. Donc il faut vraiment avoir un juste équilibre, toujours en veillant à respecter les personnes qui vivent, c'est-à-dire en priorité les citoyens du village, qui sont avant tout notre souci premier. Le bien vivre ensemble, c'est avant tout eux qui l'entraînent, qui le motivent et qui l'impulsent. Donc on a une volonté de les respecter au mieux dans les orientations qui sont prises au niveau de la commune. D'autres questions, interrogations? Oui, Pierre. Voilà, le micro vous arrive. Pendant qu'on donne le micro, je fais juste un rappel, c'est que vous n'êtes pas très loin de Chaumont-sur-Loire. Tout à fait. Voilà, et c'est important de préciser que du coup, vous êtes dans un environnement favorable, porteur par rapport à l'imaginaire du jardin. Bien sûr. Monsieur Une Pierre. question sur Chaudigny.
que sont devenus les camions qui autrefois traversaient le village par la rue principale avant l'érosion? Alors, il y a eu une opération qui s'était intégrée dans une opération qui s'appelait à l'époque Cœur de village, donc l'aménagement de centre-bourg, et en l'occurrence une déviation, un contournement a été réalisé pour permettre malgré tout une circulation apaisée, elle aussi, pour ce qui est des poids lourds et des véhicules des particuliers. J'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, du coup, que c'est même à l'occasion de travaux d'enfouissement des réseaux, au départ, que cette déviation avait été faite pendant les travaux, et que, en fait, les élus, à ce moment-là, se sont dit, mais finalement, ça fonctionne avec cette déviation, et que l'idée était partie de là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Madame Bonjour, Anne-Laure Griveaux, je suis adjointe en charge de la transition écologique. Je voulais juste rassurer mon voisin, parce que nous, on a enherbé le cimetière peut-être en 2015, je crois, on a commencé. Aujourd'hui, il a été totalement transformé et je pense que les habitants sont vraiment contents. Et moi, je les ai interrogés aussi, à chaque fois que j'y vais, je leur pose des questions. Et on va plus loin, on est allé voir Souchet à Niort, et j'invite vraiment tous les élus à aller voir, et les élus et les agents. On est allé à plusieurs voir le cimetière de Souchet, c'est absolument magnifique, il faisait presque 40 degrés quand on y est allé. C'était un parc, c'est un parc où on a envie de se promener, on a envie de rester, même si on n'a pas de famille enterrée là, c'est vraiment un endroit absolument magnifique. Et du coup, nous, on avait comme projet de travailler sur l'extension du cimetière qui était adjacent au cimetière existant et qui était absolument pas planté. Et finalement, on s'est dit, mais attends, on a un terrain à côté avec pas mal d'arbres et pas mal de fruitiers. Et en fait, on s'est dit qu'on allait commencer par faire l'extension dans cet endroit déjà planté, commencer à vraiment planter pour l'extension, pour que quand cette extension sera bien plantée, on pourra mettre des tombes à ce moment-là. Mais franchement, allez voir, c'est à Niort, c'est juste à côté et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Wow, super. Madame, ici, si j'ai bien compris, où je vois bien. Oui, je voudrais juste préciser comme madame, effectivement, le cimetière de Souchet est vraiment un cimetière où vous avez le traditionnel pour les gens qui veulent pas, entre les guillemets, marcher dans l'herbe ou quoi, mais juste à côté vous avez cet espace qui est vraiment impressionnant. Je vous rejoins complètement et je pense que c'est certainement l'avenir de beaucoup de cimetières en France. Du moins je l'espère, pour qu'il y ait pour tout le monde, tout simplement. Là, je suis admiratif de l'enthousiasme que vous manifestez à l'issue de toute une journée et sur la thématique du cimetière. D'autres questions? Eh bien, oui, allez-y. Après, si vous le voulez bien, je demanderai à nos 4 intervenants de nous livrer très rapidement à ce fameux exercice de l'éco-biographie pour mieux comprendre le pourquoi de leur motivation, de leur engagement. Mais d'abord, madame. Bonjour, Marie-Laure Bellico du CEU 17 également. Je voulais savoir, vous avez un travail sur Chédigny au niveau du cœur de bourg. Est-ce qu'il y a souvent des demandes de nouveaux logements, etc. Est-ce que du coup, vous avez un travail sur les aménagements de tout ce qui est nouvelles aires d'habitat, etc., qui rejoint ce que vous avez mis en place dans le cœur de bourg? Oui, alors déjà au niveau des hameaux qui sont au nombre de 10, on a la volonté en fin de compte de tisser un lien entre le centre-bourg et les hameaux, parce que c'est vrai qu'au début les premières années d'expérience de fleurissement, les hameaux se sont sentis un peu esselés par rapport au cœur de bourg qui, entre guillemets, tirait la vedette, quoi. Donc eux aussi souhaitaient bénéficier de ce fleurissement. Donc il y a une action qui a déjà débuté depuis quelques années pour poursuivre l'implantation de rosiers dans les hameaux. Et il y a également aujourd'hui toute une signalétique qui est commune à tous les hameaux, réalisée par une équipe de bénévoles, avec sur un support en bois, donc quelque chose de très bio, si je puis dire. Et là aussi, ça permet de tisser du lien entre le cœur de village
et l'ensemble des hameaux. On fait vraiment partie d'une même communauté. Et ça, c'est important parce que c'était peut-être un défaut dans le projet qui était quand même centré sur le cœur de bourg. Et là, de par l'arrivée aussi de nouveaux habitants qui ont eu aussi le souhait d'impulser une autre volonté politique, on les accompagne dans ce désir de bénéficier et d'être initiateur aussi de façon d'embellir leur hameau tout en rejoignant ce qui est réalisé en cœur de bourg. Sauf s'il y a des scrupules de dernière seconde, eh bien, alors on va se livrer à l'exercice en commençant par vous, peut-être Charlotte. Je promets, Charlotte, de ne pas redire ce que vous m'avez dit sur le rapport que vous aviez enfant avec les cimetières. Mais plus généralement, voilà, qu'est-ce qui, dans votre parcours de vie, a pu vous prédisposer à vous engager, à avoir cette sensibilité environnementale ? Surtout sur les cours d'école, c'est d'avoir grandi à la campagne avec une cour d'école avec beaucoup de sable et des cabanes et plein de choses à faire. Et la micro-société qu'est l'école et qui fait qu'on devient des adultes après, qui me fait dire qu'il faut donner leur chance à tous les enfants et leur offrir ces espaces-là, ça me semble assez capital en fait. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Après, la sensibilité à l'environnement, c'est d'avoir grandi à la campagne très clairement et d'être à Paris maintenant. Simplement. Et vous, Laurent, c'est d'être né dans un rosier de Chédigny. Alors non, je ne suis pas né dans un rosier à Chédigny, peut-être une feuille de chou et encore. Je suis d'origine normande, donc bien loin de la terre tourangelle, mais j'ai eu la chance de vivre dans une ville proche de Chédigny, où j'avais un corps de ferme avec beaucoup de terrain et une charge beaucoup trop importante dans mon quotidien. Et un jour, j'ai traversé ce village et j'ai dit, ben voilà, c'est là où je veux poser mes valises. Et ensuite, je crois que quand on a la volonté, le souhait d'aller au bout de son rêve, on s'en donne les moyens. Et ça a été mon cas et je suis qu'un Chédinois heureux. Morgane ? Moi, pour le coup, pareil, un petit peu comme toi, je dirais que j'ai eu la chance de grandir dans une campagne très forestière à côté de Bergerac, en Dordogne, donc un département aussi très forestier, très vert, avec des parents qui jardinaient beaucoup, pour le coup. Et je pense aussi avoir une âme de naturaliste qui, du coup, a eu la chance de pouvoir se développer comme ça. Et très tôt, je crois que j'ai voulu être botaniste, mais on m'a expliqué qu'être botaniste, c'était très compliqué. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire. Du coup, je suis passée par le paysage et finalement, la thèse en paysage m'a permis de développer une approche ethnobotanique du végétal. Et donc comme quoi on peut retomber sur ses pattes aussi en passant par d'autres disciplines et le paysage a ça d'extraordinaire qui permet d'associer le social et le culturel et l'environnemental. Du coup, voilà, je résumerai un peu les choses comme ça. Parfait. Alors ce qu'il y a le bon signe, c'est lorsque à l'issue d'une table ronde, des intervenants qui ne se connaissaient pas finissent par se tutoyer. Sandra. Moi, je suis pas du tout tombée dedans quand j'étais petite. J'ai vécu dans un appartement. J'étais pas du tout à la campagne. J'ai l'impression que j'étais la seule. Je viens de la région parisienne et j'ai des parents qui jardinent pas. Donc je sais pas. Est-ce que je me suis construite en réaction ? Je n'en sais rien. Non, mais je crois que ce qui m'attire beaucoup, en fait, ce qui fait que j'essaye de sensibiliser, d'œuvrer toujours pour le vivant, c'est aussi l'humilité de ce qu'on est face à, effectivement, il y a quelqu'un qui disait ce matin que c'est l'émerveillement, c'est clair quand on prend la peine et quand on connaît encore plus la manière dont toutes les choses sont enchaînées, sont liées, comment une toute petite chose a une incidence sur une autre et encore sur une autre. Enfin, je me dis qu'il faut vraiment se remettre à notre place en fait. Humilité, avez-vous dit, c'est un beau mot, surtout quand on sait que le mot a la même étymologie qu'humus. Donc voilà. On reste dans notre Alors sujet. peut-être. Bravo. Voilà, la boucle est bouclée. Merci infiniment pour vos témoignages, votre engagement, et je pense que le public partage mon opinion. Et voilà.